À la base, j'étais comme ça. Attendez. Mais après, vous allez voir le reflet dans mes lunettes et c'est pas très agréable pour vous. Parce que oui, maintenant je porte des lunettes, c'est des vraies lunettes de vue. Bref, donc. Yo, what's up, it's me, the doll beauty. Ça fait longtemps, hein. J'ai l'impression que je vous dis ça tout le temps, que ça fait longtemps. Mais c'est vrai, ça fait longtemps. Enfin, pour moi, ça fait longtemps. Enfin, pas vraiment, parce que si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, bah, je me suis pas éclipsée. C'est juste que sur YouTube, je me suis un petit peu éclipsée. J'avoue que, voilà, pas vu, c'est... Bref. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment revenir avec un sujet qui me tenait à cœur. En tout cas, le format de vidéo qui me tient le plus à cœur sur ma chaîne, The Doll Stalking. Et j'ai vu surtout que ça vous plaisait énormément, donc ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas sur cette série. J'espère que vous n'êtes pas passé à côté de l'interview que Meghan Markle et Harry ont fait récemment. Ils ont divulgué énormément de secrets sur la famille royale et comment ils ont été traités au sein de cette famille, surtout pour Meghan. Et énormément de personnes sur les réseaux sociaux comparaient le traitement que subissait Meghan Markle par les médias à celui que subissait Lady Diana. Donc voilà, et en plus, il y a quelques jours, j'ai regardé un reportage sur sa vie et sa mort. Et oh, elle a eu la vie dure, hein, mesquine. J'aurais jamais cru trouver autant de théories sur sa mort parce que c'est vraiment un grand mystère. Parce que dans l'idée générale, c'est un meurtre qui a été déguisé en accident et pas par n'importe qui. Donc je pense réellement, je sais pas encore, mais je pense que cette vidéo va être très longue parce que j'ai pris des notes de 4 pages. Si ça vous intéresse, restez là. Il y aura beaucoup de mystères, beaucoup de scandales et je vais vous livrer des secrets sur sa life. Vous allez péter des câbles. Donc installez-vous confortablement. De toute façon, on est en confinement. Vous voulez aller où? De toute manière, c'est parti. Are you ready? Le 1er juillet 1961, à Sandringham, Edward Spencer et Frances Purcroft accueillent leur petite fille, Diana Spencer. La famille Spencer était issue de l'aristocratie britannique, que le père de Diana, donc Edward Spencer, était écuyer de la couronne. Donc c'était une famille qui était vraiment proche de la famille royale. Malheureusement, la petite Diana voit ses parents divorcer à l'âge de 8 ans. Et en fait, cet événement dans sa vie l'a vraiment traumatisée du divorce parce que le procès que sa mère menait à son père était très difficile, très long et émotionnellement très drainant pour la petite. Donc ça a vraiment incrusté une idée dans sa tête comme quoi le divorce était vraiment catégoriquement impossible dans sa vie et que son but pour elle c'était de trouver l'âme sœur, le prince charmant et d'être mère et épouse. Donc voilà, elle passe une jeunesse assez classique on va dire et en 78 elle va à Londres pour y habiter. De l'autre côté on a le prince Charles. Alors le prince Charles a 32 ans à l'époque de leur rencontre. Et c'est un dragueur, c'est un mec à meuf. Il adore s'amuser, il adore danser, il adore les femmes. Il enchaînait les conquêtes. Vraiment, c'était un charron. Mais quand tu fais partie de l'aristocratie et surtout quand tu fais partie de la royauté, il faut qu'on te marie jeune. Donc il avait des vraies obligations familiales et la reine et surtout le roi étaient derrière lui à fond en mode il faut que tu te maries, il faut que tu te poses, il faut qu'on arrange un peu cette image de Don Juan, de dragueur, etc. qui court. Parce que voilà, c'est pas très royal quoi. Et évidemment, ses parents avaient beaucoup de critères pour sa future femme. Donc il fallait que ce soit une jeune fille, il fallait qu'elle vienne d'une grande famille, il fallait qu'elle soit polie, qu'elle connaisse les us et coutumes, qu'elle connaisse l'étiquette, qu'elle soit vraiment parfaite. Vous voyez les princesses dans les contes de fées? Voilà, il fallait qu'elles soient comme ça. Et quand tu vois les copines de Prince Charles, c'était pas du tout ça. C'était vraiment à l'opposé. Elles étaient soit déjà mariées, plusieurs copains, plusieurs amants, elles faisaient leur life. Donc c'était très loin de ce que la reine d'Angleterre voulait pour son fils. Donc à ce moment-là, la grand-mère du Prince Charles avait 2 amis. Et en fait, ces 2 grands-mères ne sont autres que les 2 grands-mères de Diana, sa grand-mère paternelle et sa grand-mère maternelle. Donc sur le papier, c'était vraiment un mariage arrangé. Mais quand Diana a rencontré Charles, c'était l'amour fou, le coup de foudre. Donc elle avait 19 ans quand ils se sont rencontrés et vraiment il n'y avait aucune réciprocité dans leur amour. Elle était folle amoureuse de lui, elle était genre vraiment ébahie. Mais lui, il était voilà quoi, on va se marier, enchanté. Donc après 6 rendez-vous, le prince Charles et Diana annoncent leur fiançailles le 24 février 1981. Et là, l'interview qu'ils ont fait du coup pour annoncer leur fiançailles était très
très bizarre. En fait, c'était un petit peu le début de la fin du bonheur de Diana. À ce moment-là, c'était une fille naïve, c'était une fille très très joyeuse, voilà, très innocente. Tu voyais dans son visage que ça commençait à aller mal. Et ça se voyait clairement qu'il voyait pas du tout l'amour de la même manière. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Yes. Ah, moi, j'aurais jeté à ce moment-là la bague, je serais partie. Je dis quoi? À 1 mois de leur mariage, Diana découvre des petits cadeaux dans les affaires de Charles. Elle avait des doutes. Et quand tu veux des réponses à tes doutes, tu cherches. Et à force de chercher, tu finis par trouver. Donc il se passait beaucoup de choses dans la vie du prince Charles avant qu'il ne se marie. D'abord, il fallait qu'il dise adieu à ses conquêtes précédentes, à ses petites amies, à ses fleurs. Donc en fait, il avait préparé des petites boîtes avec des bijoux, des petits cadeaux à l'intérieur pour chacune d'entre elles. Et en fait, il avait tout un planning pour voir ses ex-conquêtes et leur dire adieu et leur donner leurs présents. Donc ça, je trouve ça déjà... Mais ensuite, Diana a surpris une conversation téléphonique entre Camilla et le prince Charles. Donc en fait, Camilla, c'est sa femme actuelle à Charles. Mais avant, c'était son amour. C'était sa life. Il était à fond amoureux d'elle. Donc voilà, c'était vraiment pas ce que la reine cherchait. Donc Camilla, c'était même pas la peine d'y penser. Et en fait, Camilla va poser énormément de problèmes dans la vie de princesse Diana et Charles. On arrive au 29 juillet 1981, la date de leur mariage. C'est un mariage iconique. Tout le monde était branché devant le poste de télé. Tous les Anglais étaient dehors à les acclamer. C'était vraiment le mariage du siècle. Quelques jours avant, Diana avait dit à ses proches que si Camilla était invitée au mariage, c'était la guerre. Et devinez qui s'est pointé au mariage? Je vous laisse. Camilla. Moi j'aurais pété un câble depuis bien longtemps en fait. Elle est très patiente quand même ce qu'il a. Et honnêtement, ce qui m'a brisé le cœur, c'est que tu la vois pendant le mariage, pendant qu'elle marchait du coup vers l'hôtel, elle cherchait partout dans les invités où est-ce qu'elle était. Et là, elle l'a vue et son visage il a switché. Genre dans sa tête, ça a fait un déclic. Elle a compris en fait que leur amour ne sera jamais réciproque. Son prince charmant n'est pas si charmant que ça. Les premières semaines et les premiers mois au château, c'était l'enfer. En fait, elle découvrait que toutes les belles idées qu'elle s'était faites de château, de royauté, de princes et princesses, c'était aux antipodes de la réalité. Comme par exemple, le prince Charles voulait parler à sa mère, donc la reine d'Angleterre, il devait prendre rendez-vous avec elle. On parle de ta famille quand même. Juste pour te dire dans quelle famille de tarés elle a atterri. Après, bon, c'est un cas très spécial, c'est la famille royale d'Angleterre. Donc c'est pas comme si c'était une famille lambda, tu vois. C'est normal. Leur alchimie était si éclatée au sol qu'il fallait qu'ils organisent des interviews dans lesquelles en fait ils devaient faire des démonstrations d'amour pour montrer aux journalistes et aux photographes que ben non, ils s'aimaient bien et que voilà, ils étaient amoureux, que c'était un couple heureux, alors que pas du tout. Mais genre pas du tout. Il la calculait pas. Genre il passait sa journée à faire du sport, à peindre, à écouter de la musique, à se promener, à faire des rendez-vous. Il était jamais là quoi. Et il lui faisait tout le temps des remarques sur son poids, sur ses cheveux, sur son parfum, sur sa manière de parler. Et le problème c'est que toutes ces petites remarques, tout ce temps un petit peu perdu, jouait énormément sur la santé mentale de Diana et c'est à cause de ça qu'elle est devenue anorexique, elle se scarifiait. Un jour elle était même enceinte de William, donc son premier fils, et elle s'est jetée dans l'escalier volontairement. Et elle se sentait seule, elle se sentait isolée, pas écoutée, et elle devait jouer la fille heureuse, et la femme aimante, et la future mère épanouie. Et le pompon sur la Garonne, mais ça c'est pas comme si on n'avait pas déjà assez, et il était jaloux d'elle. Le prince Charles et la reine étaient jaloux de Diana, parce que le peuple l'adorait. Les gens réclamaient Diana. Même quand il y avait la reine, la presse, les médias ne faisaient attention qu'à Diana. Et en fait, du coup, ça a vraiment créé de la rancœur et ça a vraiment créé de l'énervement au sein de la famille. Toute leur vie, on les a calculés qu'eux. Et là, d'un coup, il y a une jeune femme que personne ne calcule dans la famille. Et en fait, c'est elle la star. Et ça, c'était très perturbant pour eux. Les années passent, les enfants sont nés, l'idylle avec Camilla ne fait que grandir, donc là c'est bon. Elle s'est dit dans sa tête, à un moment donné, Diana, réveille-toi. Donc tu la voyais petit à petit, elle se concentrait plus sur elle-même, elle se concentrait plus sur ce qu'elle voulait vraiment faire elle et pas ce qu'on lui imposait. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers l'humanitaire et le social. Et surtout, elle s'est fortement engagée contre le sida. À cette époque-là, les gens pensaient que c'était comme le coronavirus. Tu toussais, tu l'avais, tu touchais quelqu'un, tu l'avais. Et elle n'hésitait pas à serrer la main des malades, à prendre les malades dans ses bras. Donc en fait, elle risquait
ça se sentait, même si avec du recul on sait très bien que le sida ne se transmet pas comme ça, mais à l'époque c'est vraiment ce qui était ancré dans la tête des gens. Elle montrait qu'elle était modeste, elle montrait qu'elle était proche du peuple et elle montrait qu'elle se battait vraiment pour les causes qui lui tenaient à cœur. Et ça, la reine, elle était contre ça. Elle était là, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Genre le sida. Au fur et à mesure des années, elle prenait en indépendance, elle prenait en charisme et en fait surtout, elle taquinait la famille à travers les médias. Elle jouait des médias, elle savait comment jouer avec son image. Elle savait comment montrer que son couple allait mal, tu vois. Et petit à petit, elle s'approchait de la limite et un jour, elle l'a dépassée. Et là, c'était le début de la fin. En 1996, Diana se confie à Andrew Morton, un auteur qui va écrire le livre Her True Story, qui va être vendu à 7 millions d'exemplaires. Et là, c'est un gros boom. À l'intérieur de ce livre, elle se confie, mais quand je dis elle se confie, genre elle se confie. La liaison que Charles a avec Camilla, son mariage désastreux, les médias, la reine, la famille, elle raconte tout. Et là, c'était fini. Là, c'était terminado. La reine a dit, toi, tu dégages. Ils l'ont fait divorcer de force. C'est même pas elle en fait, c'est même pas genre en mode Charles est venu vers elle en mode voilà, il faut qu'on divorce. Non, 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 non. C'est la reine, elle a dit bon, vous allez divorcer. Elle a fini tout ça avec une interview qu'elle a donnée à la BBC. Elle a dit clairement il n'est pas capable d'être roi. Vraiment, je suis désolée, mais il n'a pas les capacités quoi. Donc elle a été évincée tout court de la famille et pour la reine, Diana n'existait plus et ne faisait plus partie de la famille, même si ses petits-enfants étaient les enfants de Diana. Elle s'en foutait, elle était à toi, tu fais plus partie de notre famille, bye bye, hasta luego. Après ça, Diana est tombée dans une spirale infernale. Les médias s'acharnaient de plus en plus. Il la stalkait, il rentrait chez elle, il la photographiait avec ses enfants. Et vraiment, il ne lui laissait aucune vie privée. Et c'était devenu d'ailleurs, à cette époque-là, la femme la plus photographiée du monde. Donc certes, elle rêvait d'une vie normale, d'une vie classique, d'une vie de femme au foyer. Elle rêvait de ça. En même temps, elle aimait le luxe. Elle a toujours baigné dans le luxe, dans l'aristocratie, dans la royauté. Donc elle voulait les jets privés, elle voulait les yachts, elle voulait les voitures de luxe, elle voulait tout ça, mais tout en restant un peu normale. Donc en fait, elle vacille un peu entre les deux mondes. Et c'est là qu'elle fréquente la famille El Fayed. La famille El Fayed, c'est une famille de milliardaires égyptiens. C'est le propriétaire d'Harrods. C'est un peu l'équivalent du printemps à Londres. Pour faire une petite parenthèse sur Mohamed El Fayed, donc c'est quelqu'un qui veut se rapprocher des personnes haut placées et de la royauté britannique. Le problème, c'est que, je sais pas pourquoi, mais l'Angleterre a pas un bon feeling avec Mohamed El Fayed. Ils lui ont jamais donné la nationalité britannique et c'était vraiment un peu, pas un paria, mais c'était un peu un ennemi. Voilà, c'était pas quelqu'un de bienvenu en tout cas dans la haute société britannique. Donc, Mohamed El Fayed, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Diana et ses deux enfants, Harry et William, à passer l'été à Saint-Tropez sur son méga yacht en 1997. Mohamed El Fayed a un fils qui s'appelle Dodi El Fayed. Dodi, c'est un playboy. C'est exactement comme Prince Charles, voilà, il court un peu derrière les filles, c'est un coureur de chupons, c'est un vrai jarreau lui aussi. Son père l'a appelé, lui a dit alors, je t'invite, viens à Saint-Tropez, reste avec moi en été, il y a Diana et ses enfants. Il dit vas-y, ok. Dodi arrive, il tombe sous le charme de Diana et là, une idylle est née. Les rumeurs disent même que c'est durant cet été 1997 que Diana est tombée enceinte et qu'ils allaient se marier. Mais ça, c'est encore une grosse hypothèse. C'est une grosse hypothèse. Pour la presse, cet été-là, c'était le jackpot. Les magazines se vendaient comme des petits pains. Il y avait tous les jours Diana sur les couvertures de tous les magazines du monde entier. Elle savait que Camilla était devenue la petite amie officielle du prince Charles et qu'ils allaient bientôt se marier. Et c'était à cause de ça qu'elle voulait le rendre jaloux et du coup elle posait vraiment, elle faisait un scénario tous les jours. Elle sortait avec son maillot, tous les jours une petite coiffure, tous les jours un petit maillot, tous les jours un petit événement, un petit saut, un petit plongeon, une petite nage. Elle leur donnait vraiment ce qu'ils voulaient. Me voici moi, photographiée. Elle était vraiment comme ça. Parce qu'elle savait que la famille royale allait forcément voir ses photos et que le prince Charles allait être jaloux. Parce que oui, malheureusement, elle était encore amoureuse de lui. Donc Dodi et Diana arrivent à Paris, donc ils avaient des appartements sur les Champs-Élysées et ils avaient quand même des chambres au Ritz. Vraiment, ils étaient chez eux vraiment partout. Petit à petit, avec les photographes qui s'attroupaient devant l'hôtel, avec les touristes, avec les gens, avec les fans, il y a eu énormément de personnes la nuit du 31 août 1997 devant le Ritz. Ils voulaient
déjouer la presse et déjouer les gens et passer par la porte de derrière. Avant ça, Dodie a appelé son père et lui a dit voilà, il se passe beaucoup de raffus dehors, je sais pas si on devrait sortir, je sais pas si on devrait aller aux appartements, je sais pas trop. Et en fait, il avait prévu une surprise pour Diana. Donc apparemment, c'était la nuit où il devait la demander en mariage dans son appartement sur les Champs-Élysées. Et donc il a appelé son père, il a dit oui mais je sais pas, puisque en fait en même temps je dois y aller parce que c'est là-bas où il y a la surprise, donc je sais pas quoi faire. Son père lui a dit si tu sens que c'est dangereux, reste au Ritz. Mais en même temps, arrive Henry Paul. Henry Paul, c'est le chef de la sécurité du Ritz. C'est un petit peu le garde du corps de Dodie. Donc en fait, Henry Paul lui dit non, mais t'inquiète pas, je gère, on a organisé tout un système, tout un protocole, t'inquiète pas, tu vas sortir en sécurité, tu vas aller à l'appartement. Et en plus, regarde, si tu vas pas à l'appartement, tu pourras pas lui faire la petite surprise et tout, donc pense à Diana. Dodie a dit ouais, c'est bon, t'as raison, on y va. Donc, ils sont partis par derrière, donc il y avait le garde du corps, Henry Paul, Dodie et Diana qui sont passés par les portes de derrière et qui ont emprunté la Mercedes noire. Naturellement, les photographes les ont suivis parce qu'ils se sont rendus compte un petit peu de la supercherie. Il y a eu énormément de photographes qui ont commencé à prendre des voitures, des motos, des trucs à droite, à gauche et ils les ont tous suivis. Généralement, par mesure de sécurité, les voitures, quand elles savent qu'elles sont poursuivies par des photographes, elles vont pas mettre encore plus en danger la vie des gens autour, mais surtout la vie des gens qui sont à l'intérieur du véhicule. Donc ils vont pas accélérer, ils vont pas taper des sprints, ils vont pas emprunter d'autres routes, ils vont vraiment aller du point A au point B comme prévu et faire abstraction de ce qui se passe autour. Mais, arrivé à un feu rouge, Henry Paul, qui était donc au volant, a décidé de tracer. Il a sprinté. Et en fait, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc en fait, il y a eu une sorte de course-poursuite dans les rues de Paris. Il passe donc sous le pont de l'Alma et là, la Mercedes percute un poteau sous le pont de l'Alma et Henry Paul et Dodie meurent sur le coup. Trevor, le garde du corps, et Diana sont inconscients, mais ils sont encore vivants, ils respirent. Par chance, un urgentiste qui revenait d'une soirée, mais qui n'était pas du tout de garde, il revenait juste d'une soirée entre potes, passe devant la voiture et Harry, c'était vraiment la première personne qui était là à venir en aide aux passagers à l'intérieur de la voiture. Et là, tous les photographes sont ameutés autour de la voiture, les urgences sont arrivées, ils ont pris Diana. L'ambulance s'est dirigée vers l'hôpital Salpêtrière de Paris et quelques heures après l'accident, Diana a été déclarée morte. La nouvelle a été choquante. D'une part parce qu'elle était extrêmement jeune, elle avait même pas la quarantaine, elle avait 36 ans. D'autre part aussi parce que c'était princesse Diana, mais surtout parce que l'accident était beaucoup trop banal. Les gens n'auraient jamais imaginé qu'une telle icône meurt dans un accident aussi classique. Et le peuple anglais était mais traumatisé. On n'a jamais vu les Anglais, le peuple britannique, agir de la sorte pour quelqu'un qui décédait dans leur pays. Les Britanniques, qui sont connus pour être un petit peu froids, pas montrer leurs sentiments, faire leur deuil un petit peu en intimité. Là, c'était des pleurs, des cris. La famille royale n'a pas compris ce qui se passait. Ils disent mais frère, enfin... Ok, elle est décédée, on est triste, mais voilà, n'exagérez pas non plus, donc tu vois. Et comme je vous ai dit, la reine avait déclaré que voilà, Diana ne faisait plus partie de la famille. Donc pour elle, c'était même pas envisageable de faire des funérailles royaux. C'était voilà, elle est décédée, on est triste, que sa famille s'occupe de ses funérailles. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Elle était vraiment dans cet état d'esprit-là. Et pendant plusieurs jours, la famille ne s'exprimait pas, la reine ne s'exprimait pas. C'était là où pour la première fois, on a vu le peuple britannique se retourner contre la famille royale. Ils étaient vraiment choqués que la famille ne réagisse pas et qu'ils n'interviennent pas sur les médias ou ne fassent de discours ou montrent leur tristesse. Pour eux, ils s'en foutaient un petit peu de Diana. Vraiment, la famille royale devenait un petit peu l'ennemi du peuple. Donc à partir de là, la reine a fait un discours en montrant sa petite tristesse et ils ont fait une marche, ils ont fait des obsèques, ils ont fait un petit peu la totale. Mais bon voilà, c'était un petit peu trop en retard. C'était plus pour faire taire le peuple que vraiment pour lui rendre hommage. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, c'est le majordome de la famille qui a raconté ça, choqué. Donc le jour où elle a été déclarée morte, donc elle était à Paris, le prince Charles a été appelé pour aller récupérer la dépouille avec la famille de Diana, etc. Il a pris le cercueil de Diana, ils sont partis dans un avion, ils sont arrivés à Londres, il a déposé le cercueil sur le tarmac et il est parti. Il est parti. À ce moment-là, il était un peu en vacances en Écosse en famille et il est reparti. Voilà. Il était là, cool. Je l'ai déposé, j'y vais. Un bagage. Donc, l'enquête. Le plus gros désastre de toute l'histoire
des enquêtes criminelles. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais essayer de la faire court parce que sinon on va se disperser un peu trop partout. Les premiers coupables, entre guillemets, de cette affaire, c'était les photographes. Pour eux, vraiment, c'était les ennemis numéro 1 de tout le monde, de la famille royale, du peuple britannique. Donc jusqu'à ce jour, c'est encore les photographes et les journalistes qui ont causé la mort de Diana. Ces spéculations ont mené à l'arrestation de 7 photographes. Finalement, ils ont été relâchés, ils ont été vite acquittés. L'enquête ne prouvait absolument pas que c'était de leur faute directe. Deuxième piste officielle, Henry Paul. Henry Paul était le chauffeur. C'est lui qui avait dit à Dodi, non mais t'inquiète pas, tranquille, on a préparé tout sera sécurisé. Alors, on a retrouvé le taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite française légale. Et on aurait aussi retrouvé des traces d'antidépresseurs dans son sang. Alors, le problème, c'est que cette autopsie, elle a été énormément controversée parce que personne n'avait le droit d'y accéder. Personne n'avait le droit de vérifier si c'était vraiment le bon corps qu'ils examinaient. On a même refusé une demande de test ADN provenant de la famille d'Henry Paul. Et à partir de là, Mohamed Al-Fayed, du coup, qui venait de perdre son fils, mais aussi qui venait de perdre Diana, parce que c'était son ami, c'était lui qui l'avait invité sur le yacht à la base. Il a livré une guerre sans merci pour établir la vérité. Donc il a engagé des enquêteurs pour faire sa propre enquête, très compliquée parce que tout le dossier, toutes les preuves, elles ont été scellées, elles ont été vraiment interdites d'exploitation. Et pour lui, quand il a checké du coup les caméras de surveillance de son hôtel au Ritz, Henry Paul allait très bien quelques minutes avant de prendre la route. Il ne titubait pas. Pour quelqu'un qui est fortement alcoolisé, quand même il y a des signes, tu titubes, tu parles bizarrement, tu n'es pas stable dans tes gestes. Il allait très bien. Pour Mohamed Al-Fayed, c'était impossible que Henry Paul soit alcoolisé. Mais plus on avance dans l'enquête et plus on se rend compte que Henry Paul avait un vrai passé douteux. Ça, c'était une sorte de taupe ou un indice du MI6. Le MI6, c'est le service secret britannique. Le MI6 est fortement impliqué dans les théories un petit peu autour du meurtre/accident de la princesse Diana. Et en fait, Henry Paul percevait de l'argent en échange d'informations au sein du Ritz, du MI6. Et apparemment, ce soir-là, Henry Paul aurait eu une sorte de rendez-vous avec un agent du MI6 qui lui aurait donné une très grosse somme d'argent. On n'a jamais vraiment compris quel était le sujet du rendez-vous et pourquoi il a perçu une aussi grosse somme d'argent. S'ajoute à ça le témoignage du directeur d'Harrods qui disait que le protocole de sécurité n'a été clairement pas respecté. Généralement, quand une voiture avec des gens importants à l'intérieur sort, il y a toujours 2 voitures. Donc il y a la principale voiture et une derrière pour protéger, pour backuper un petit peu. Ce soir-là, il n'y a jamais eu de deuxième voiture. Et il ne comprenait vraiment pas pourquoi Henry Paul avait pris une autre direction, pourquoi il ne suivait vraiment pas le chemin de base et pourquoi il voulait absolument aller sous le pont de l'Alma. Une autre piste, et la piste la plus célèbre dans les théories du complot concernant la mort de Diana, c'était que la famille royale a orchestré tout ça. La famille royale aurait engagé le MI6 pour mettre fin au jour de Diana. Il y a eu un témoin qui était sur une moto. Ce témoin, qui s'appelle Eric Petel, a entendu un étrange bruit, un bruit extrêmement bizarre, comme une sorte de drift. Alors expliquez-moi si c'est ça un drift, parce que moi je suis éclatée au sol. Quand on met le frein à main et on accélère, on drift, non? S'il vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Donc lui, il s'est arrêté sur le pont, sur le bas-côté, pour voir si c'était pas son pot d'échappement qui faisait ce bruit bizarre. La voiture était passée devant lui et d'un coup, il y a eu des gros flashs. Et là, c'est là où la voiture a percuté le poteau. Donc à partir de là, il est parti vérifier s'il y avait des victimes, etc. Il s'est rendu dans un poste de police et là, les policiers, l'écoutaient pas, vraiment, ils voulaient pas voir, ils voulaient pas l'écouter, voilà, je fais ta rêve. Et donc lui, il devenait frustré par rapport à ça, il devenait énervé, donc il commençait un petit peu à péter un scandale au sein du poste de police. Ils l'ont arrêté, ils l'ont interrogé, et un commissaire haut placé est venu lui dire « Tu n'as rien vu. Ça ne s'est pas passé comme ça ne s'est pas passé du tout comme tu es en train de le raconter. » Et ils n'ont pas pris sa déposition, ils l'ont évincé de l'enquête. Rentre chez toi. Ils vous disent c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Mais ce qu'ils voulaient exactement, ils me l'ont pas dit. Mais quand ils vous disaient c'est pas possible, ils vous disaient ils vous suggéraient la façon dont ça avait pu se passer? Non, comme si j'étais pas là. J'avais jamais rien vu, etc. Donc je vous avais dit que Eric Petel avait vu une forte lumière blanche. Et en fait, cette lumière blanche, d'après Mohamed Al-Fayed et une de ses sources du MI6, c'est une nouvelle technique qui, à l'époque, c'était une nouvelle technique utilisée par le MI6 pour aveugler quelqu'un et du coup pour provoquer des accidents et que la mort soit vraiment vue comme accidentelle. Donc il y en a qui disent que c'est un radar, d'autres qui disent que c'est le MI6 qui ont utilisé cette lumière et c'est apparemment ce qui aurait conduit à l'accident. Très compliqué.
compliqué. Hein, en fait, il y a tellement d'idées à droite à gauche qui fusent que tu sais vraiment pas où donner de la tête. Après que la voiture ait percuté le poteau, donc comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'animations autour de la voiture, des gens qui essayaient de secourir, des gens qui essayaient de photographier, vraiment il y avait beaucoup de monde autour. Il faut savoir que le pont de l'Alma et l'hôpital Salpêtrière, ils sont à peu près à cette heure-là de la journée, donc on était en pleine nuit, on était après minuit. Il faut 5 à 10 minutes, maximum un quart d'heure pour arriver à l'hôpital Salpêtrière. L'ambulance qui conduisait Diana à l'hôpital a mis 1h10 à arriver à l'hôpital. Donc l'argument officiel c'est oui mais bon sa pression artérielle n'arrêtait pas de baisser et elle était hyper irrégulière, donc à n'importe quel choc ou n'importe quel freinage de la voiture, ça peut lui coûter la vie, ça peut provoquer une hémorragie interne beaucoup plus grave. D'autres disent, un peu les complotistes disent plus que c'était voulu en fait. La personne qui voulait la tuer aurait préféré qu'elle meure sur le coup. Malheureusement pour elle, ce n'était pas le cas, donc il fallait retarder la prise de soins de Diana, il fallait retarder son sauvetage et malheureusement, ça a été un succès. L'avant-dernière théorie que j'ai à vous présenter, c'est la Fiat blanche, l'histoire de la Fiat blanche. Donc il y avait une Fiat blanche qui roulait devant la voiture, la Mercedes, et en fait la Mercedes a percuté le phare de la Fiat et il y a eu des débris qui ont été trouvés sur la scène de crime, enfin sur la scène d'accident. À ce moment-là, en fait, quand la Mercedes a percuté la Fiat a sprinté, a roulé, ne s'est pas arrêtée. Après avoir vu l'accident derrière elle, elle s'est pas arrêtée, elle a juste continué à rouler. Cette voiture, les enquêteurs de Mohamed El Fayed l'ont retrouvée et elle appartient à un paparazzi et qui était l'ami de beaucoup de politiciens français. Et d'ailleurs, bizarrement, personne n'a vraiment su pourquoi, il avait passé 3-4 jours sur le yacht avec Diana, avec les enfants, avec la famille El Fayed. Donc il a une part de responsabilité dans cette affaire. Je pense qu'il est impliqué, mais je pense pas qu'il est impliqué dans l'accident en tout cas. Moi je pense qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, qu'il faisait des photos, mais que ça l'arrangeait pas trop en fait qu'on trouve sa voiture en premier sur le lieu du crime. Il voulait pas trop être impliqué là-dedans. Enfin, publiquement, parce que officieusement, il se vantait d'avoir vu l'accident. Il se vantait d'avoir des photos et des vidéos des dernières secondes de vie, des dernières minutes de vie de Diana. Et il le disait souvent à ses proches, à son ex-femme, à ses amis. Et voilà, je trouve pas que ça soit quelqu'un de très éthique. Et bizarrement, on l'a retrouvé immolé dans sa voiture. L'hypothèse, c'est qu'il a commis un suicide, mais beaucoup de ses proches réfutent cette idée et disent que c'était clairement un meurtre maquillé. Et la dernière chose, mais alors ça, ça confirme tout ce qui a été dit précédemment en fait. La dernière chose, c'est pourquoi. T'as juste envie de dire pourquoi. Donc voilà, quand la voiture a été récupérée, quand les victimes ont été emmenées, quand voilà, tout a été un petit peu vidé, la scène de l'accident sous le pont de l'Alma a été nettoyée au détergent. Ils ont vraiment limite passé l'aspirateur. Donc toutes les preuves plausibles qui auraient pu être trouvées sur la scène ont été détruites. Donc est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Ça, à vous de le dire. Donc beaucoup de choses planent autour de la vie, mais surtout de la mort de Diana. Est-ce que c'était prémédité ou non? Qui est-ce qui est vraiment impliqué? Le MI6, la famille royale, les paparazzis? Est-ce que c'était simplement un accident? Est-ce que Meghan Markle a échappé au même destin que Diana? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ce que je pense de cette histoire, c'est que finalement, c'est l'histoire d'une femme malheureuse qui cherchait simplement l'amour et le bonheur. Et c'est triste que cette icône se soit éteinte aussi jeune. Mes chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à me dire quel sujet vous voulez que j'aborde la prochaine fois. C'était cool! I'm back! Moi, je vais aller me dépêcher parce que sinon mon agent va me tuer, elle va me virer d'agence. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne c'est Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.